Bonjour à tous et à toutes. Je me trouve ici en face d'H2CO3, au cœur de son exposition Cycle et Civilisation, que vous pouvez visiter actuellement au Vivre de l'Art à Bordeaux, dans le quartier Bacalan. Nous t'interviewerons aujourd'hui en ta qualité de plasticien, de développeur, de biochimiste et de crypto-artiste, ainsi que tu te décris sur ton site internet, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Première question tout d'abord, pourquoi as-tu choisi ce pseudonyme et que signifie-t-il? Alors bonjour à tous, merci d'être là, merci de prendre ce temps-là. Et mon pseudo, c'est une référence directe à la molécule, donc H2CO3, l'acide carbonique, qui est la principale mise en cause sur le sujet de l'acidification des océans, qui est une conséquence du dérèglement climatique et de l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cette acidification, elle a plusieurs... Après, on peut dérouler dessus. Oui, oui, je pense. Alors, l'acidification des océans, donc en fait, c'est l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère va se mettre au contact de l'océan, en sachant que la Terre, planète bleue, c'est pas pour rien, c'est recouverte d'océans. Et du coup, l'eau, donc H2O, à la zone de contact entre l'air, l'atmosphère et l'eau, on va trouver une réaction H2O plus CO2 égale H2CO3. Et ça, c'est un acide. Donc en fait, l'acide, du coup, il acidifie. Or, le vivant, c'est un équilibre qui lui permet de rester vivant et de se développer. Et en acidifiant, on le voit avec les coraux qui disparaissent, qui blanchissent, etc. Mais également des zones des zones de l'océan qui sont acidifiées, où il n'y a littéralement plus aucune forme de vie à l'intérieur. C'est un néant. Et du coup, cette disparition de la vie, elle entraîne elle-même un cercle vicieux, puisque c'est la biomasse elle-même qui va traiter le CO2, qui va traiter le cycle du carbone de telle sorte que l'oxygène se fasse. Et du coup, dans nos échanges, on avait évoqué la possibilité d'axer l'économie et la transition écologique, non pas tant sur le solutionnisme technologique, mais justement sur la culture du vivant et de l'organique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. Euh, tu parlais d'économie, mais tu vois, quand on nous parle de croissance verte, la croissance verte, déjà ça veut rien dire, parce que vert, voilà. Mais par contre, on peut parler de croissance de biomasse, de développement d'économie de la biomasse. Ça, on peut en parler. Puisque du coup, ne serait-ce que faire en sorte de remettre du vivant, des algues, du fermage en fait littéralement sous-marin, ce qui nous permettrait à la fois de cultiver, remettre de la vie dans l'eau, puisque ce que tu disais, c'est qu'une fois qu'on aura on aura éteint la vie dans l'océan, nous aurons perdu à ce moment-là toute la capacité de l'océan à fixer le carbone. Et à régénérer le monde. Et ensuite à régénérer, ça sera en fait le moment où l'océan sera vidé, c'est le moment où le reste va s'effondrer. Puisque du coup, automatiquement, il y aura, ça sera une cascade, l'accélération réelle du dérèglement climatique se verra à la mort de l'océan. Et là, on va payer les vraies conséquences. Au cours de cette interview, nous ne verrons pas ton visage. Peux-tu expliquer à celles et ceux qui regardent le but de cette mise en scène? Alors, eh bien, me cacher, c'est juste pour préserver mon image, pour plusieurs raisons. La première, je dirais que c'est pour surtout valoriser mon travail. C'est-à-dire que, ne serait-ce pas comme pour le pseudo, mon pseudo veut dire quelque chose, j'ai pas besoin de mettre mon nom. Mes squelettes parlent, métaphoriquement parlant bien sûr. Et, mais je préfère mettre en avant mon travail plutôt que mon image. Et en même temps, c'est aussi pour une forme de préservation de la vie privée et surtout de ma tranquillité. On peut même parler de conscience numérique, parce que tu vois, Internet, ça a quand même la mémoire très très longue. Et je fais attention à ce que je mets et à la manière dont je le mets sur les réseaux, sur Internet, de sorte quand même à préserver une forme de tranquillité et avoir une maîtrise sur ce que je décide de partager ou non. C'est ce qu'on appelle du coup la conscience numérique. Voilà. Après, pour en parler, je renvoie les gens vers Rabin des Bois qui vulgarise ça extrêmement bien. Voilà.
recevoir au milieu de ta petite armée squelette. Nous sommes ici, je le rappelle, au Vivre de l'Art, qui est à destination du public non-bordelais, l'un des lieux culturels parmi les plus insolites de la métropole, où les curieuses et curieux peuvent venir visiter ton exposition. Comment faire pour réserver sa place? Quelle durée peut-on la visiter? Et de quoi parle-t-elle si tant est que tes compagnons puissent s'exprimer? Yes. Alors je vais parler pour eux, parce que ma foi, je les ai ni pour l'instant robotisés et il leur manque quelques organes pour pouvoir s'exprimer. L'exposition, donc Cycle et Civilisation, donc, elle est en place depuis le mois de juin. Et en fait, elle s'est retrouvée prolongée petit à petit. Et là, elle est partie pour une durée indéterminée. Donc, j'ai mis en place un petit système de réservation qui est accessible sur mon site. Et en fait, moi, j'ouvre des créneaux. Et après, les gens peuvent se positionner dessus pour faire le tour. Et ensuite, de quoi ça parle? J'aime à dire, au début, pendant les visites, je parle de causalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de parler de causalité transgénérationnelle dans le sens où ce qui nous arrive, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il sort pas de nulle part. C'est pas quelque chose comme ça, on a fait pouf et oh des emmerdes, surprise. Non, non. C'est des choix qui ont été faits dans le passé et aujourd'hui, le temps long nous montre certaines conséquences. Tu as les conséquences directes, tu as le développement du pétrole, développement de l'industrie, la pétrochimie, on a du plastique. Conséquences courtes, on a un sujet, on le développe, boum, on l'a. Conséquences longues, accumulation de CO2 plus pollution plastique. Donc tu as à la fois des conséquences courtes, des conséquences moyennes et longues. Dans le temps, court, moyen et long. Donc c'est pour ça que je parle de causalité transgénérationnelle, puisque c'est des sommes et des générations d'individus en fait, qui ont fabriqué le monde dans lequel on vit. Et donc l'idée, c'est de prendre les grandes causes donc, du 20e et d'aborder les sujets des conséquences du 21e. Donc après, je sais pas, tu veux que je te fasse la liste Oui, vas-y. Laisse un petit peu de surprise pour ceux qui viendront après, mais c'est vrai. Mais ça vaut le coup d'en parler peut-être. Dans les 3 grandes causes que j'aborde, ça commence par le pétrole, la chimie et le nucléaire. Donc avec tous les sous-dérivés en fait, puisque chaque squelette est à tiroir, chaque installation est à tiroir, c'est-à-dire que j'aime bien mettre un gros sujet et à l'intérieur on a plein de petits sujets, dont plus ou moins d'ailleurs petits, mais dont on peut à chaque fois discuter et en fonction des gens, ils vont avoir des accroches un peu différentes, ils vont parler de tel sujet qui va plus leur parler que d'autres et ainsi de suite, et on peut rebondir, on peut discuter. Donc moi ça me permet d'apprendre des choses aussi, mais ça permet aussi d'avoir un débat, d'avoir un enrichissement en fait. Et donc on a donc, ces 3 sujets d'énergie, et de transformation de l'énergie et de la matière. Et après, donc ça c'est les causes, et après j'emmène les gens dans les conséquences, où là on va parler de transhumanisme, de technologie, d'intelligence artificielle, éventuellement de blockchain aussi, de marché de l'attention, de l'addiction aux écrans. Genre j'aime bien dire l'économie du temps de cerveau disponible. Le fait qu'on ait tous des écrans partout et les impacts que ça a, causes et conséquences. Hein. Chaque squelette porte en lui des causes et des conséquences. Et à la fin, le dernier, c'est la guerre, où là, on en parle sous le prisme du complexe donc militaro-industriel, ça on a l'habitude, mais aussi du complexe militaro-intellectuel qui permet de vendre la guerre. Peut-être malgré toi, mais le symbole du squelette évoque une certaine fatalité, l'idée de vanité, voire même une certaine mortalité. Et pourtant, au cours de nos échanges, j'ai cru percevoir beaucoup d'optimisme et une certaine forme d'appel à la rationalité pour traiter cette causalité. Est-ce que tu peux t'exprimer courtement sur ce que tu penses de l'ambiance générale compte tenu de peut-être la lourdeur dans la manière dont ces sujets sont traités? C'est sûr qu'aujourd'hui, ces sujets sont extrêmement anxiogènes. Parce que du coup, il y a une espèce de peur patentée où on nous dit un peu tous les matins qu'on va mourir. Bref, il y a une pression par rapport à ça et on le ressent. Hein. De toute façon, la jeunesse est manifestée, on le voit, il y a des symboles un peu partout. C'est récupéré pour des fins politiques, économiques, tant qu'à faire, tu vois. Mais de toute façon, il y a du business partout, on peut en faire. Le symptôme le plus prégnant, c'est peut-être que beaucoup de gens disent aujourd'hui ne plus vouloir d'enfants. Ouais, par exemple, mais ça, ne se projettent pas dans l'avenir. C'est ça, c'est pour vouloir des enfants ou ne serait-ce que pour juste pouvoir en faire. C'est-à-dire que quand tu prends, tu vois, je me dis une femme sous pression, tu vois, elle va naturellement elle sera moins fertile en fait, tout simplement. Et après on voit ça chez les animaux, donc j'extrapole, tu vois.
Parce que l'être humain, c'est un animal comme les autres. Ça, je tiens régulièrement à le rappeler. C'est-à-dire qu'on ne vaut pas mieux, on ne vaut pas moins. On est juste une espèce parmi d'autres qui a pris beaucoup de place. Maintenant, c'est à nous, parce qu'on a occupé cet espace-là, de s'adapter avec. Mais comme tu disais, voilà, on est dans un monde de démagogie, d'anxiété, de peur quant à l'avenir, etc. Et en fait, moi, je suis scientifique à la base. Genre, moi, je fais de la raison, j'essaie de faire de la logique, j'essaie de comprendre. Et c'est pour ça que je parle de causalité. C'est-à-dire que les choses n'arrivent pas par hasard. Mais l'avantage, c'est que c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose qu'on peut pas revenir en arrière, qu'on peut pas transformer les choses. On peut se réorganiser, on est en capacité. Après, pour ce qui est du squelette, l'idée, c'est surtout de faire de l'anthropomorphisme. Le reste, après, c'est pas trop. Genre, tu vois, j'essaye pas de parler de mort, c'est pas le but en fait, c'est pour ça que je les peins, c'est pour ça que je mets de la lumière, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'objectif de faire de l'anthropomorphisme, où la personne, c'est quand je parle de squelette, en fait, je parle d'individus, de groupes d'individus, donc de sociétés, de nations et de civilisations. C'est incarnation. Et ça permet de poser le discours et de le cadrer sur les sujets que j'aborde. Mais ça sert uniquement à ça. Et après, c'est un petit côté folklore aussi, c'est toujours sympa. Nous allons aborder maintenant une autre facette de ton activité, peut-être ton thème de prédilection, à savoir la technologie blockchain. Sur ton site, tu fournis une documentation relativement exhaustive à ce sujet pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant de quoi il s'agit, c'est-à-dire ce que c'est sur un plan purement technique, les usages qu'on peut faire de cette technologie et pourquoi toi tu t'y es intéressé en premier lieu? Yes. Alors, la blockchain. Comment je suis tombé dedans? Ma foi, c'est simple, genre en tant que développeur, programmeur, et en même temps, je m'intéresse beaucoup à l'économie, à la finance, enfin aux enjeux de société. Et du coup, quand on s'intéresse à des notions comme l'économie, la politique, la finance, et en même temps la tech, c'est-à-dire la programmation et toutes les technologies autour, on tombe un peu automatiquement dans le sujet de la blockchain. Parce que ça regroupe pas mal d'éléments où quand on analyse en fait le fonctionnement de notre écosystème social-économique, le monde aujourd'hui passe au travers d'Internet. Internet présente des faiblesses, notamment la centralisation qui permet de créer des monopoles, etc. Et là où la blockchain se positionne comme étant le proto-Internet, avant qu'on se retrouve dans un Internet complètement centralisé, la blockchain, elle tend à décentraliser. Et cette décentralisation, aujourd'hui, elle commence à s'exprimer parce qu'on en ressent le besoin face aux monopoles, comme peuvent être certaines grandes marques que je ne citerai pas. Ces enjeux de gouvernance et de démocratisation des phénomènes. Donc, effectivement, sur un plan prospectif, on pourra trouver, je pense, à l'avenir énormément d'applications démocratiques ou d'applications de gouvernance, en tout cas, la technologie blockchain. Est-ce que tu peux un peu nous lister les différents usages, les manières dont ça s'utilise, avant de plus proprement parler de ce que ça implique sur le plan technique de ce que c'est. Les usages qu'on peut avoir de la blockchain, on le voit déjà avec, tu vois, on commence à en parler beaucoup quand même, c'est toutes les crypto-monnaies et les crypto-actifs. Mais donc tu as l'enjeu de la monnaie, puisque du coup Bitcoin, créé en 2009, sorti très peu de temps après la crise des subprimes. Donc je pense que là encore, c'est pas anodin. On a dit retirer le pouvoir de gouvernance monétaire aux États parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. On a fait des banques centrales et on a vu qu'elles aussi avaient failli. Et à ça, tu ajoutes tous les fonds d'investissement, les traders, etc., qui aussi posent des actions et on voit que là encore, ça ne marche pas en fait. Donc du coup, face aux abus qu'on a pu constater, qui ont eu des impacts réels et significatifs dans la vie des gens, automatiquement la blockchain paraît une solution plus envisageable parce qu'elle a le mérite d'être transparente et de permettre une traçabilité. Ce qu'on dit souvent de la blockchain, c'est qu'elle ne nécessite pas de confiance puisqu'elle fonctionne sur plusieurs systèmes de preuves. Est-ce que tu peux expliquer ça rapidement? Alors, en gros, on va expliquer la blockchain. Dit vulgairement, la blockchain, en français, chaîne de blocs. Et la blockchain, en soi, c'est un registre. Ni plus ni moins. C'est un relevé de compte bancaire, mais dans lequel tout le monde est dedans. Où du coup, tu vas avoir pour chaque adresse
les montants qui sont mis dessus, les transferts qui ont été changés, et tu vas pouvoir suivre chaque pièce, chaque élément monétaire. Donc, tu parlais de confiance, de fiducie pour la monnaie, ce qui est normal, parce que la monnaie incarne la confiance. La monnaie n'existe que parce qu'on lui fait confiance. Et le truc, c'est que la blockchain, elle fournit cette confiance par l'algorithme et la sécurisation. Ce que tu me demandais du coup de développer. C'est complètement infalsifiable en fait. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est infalsifiable? Bien sûr. Alors, la blockchain en fait repose sur un consensus de réseau, dans le sens où c'est un seul réseau dans lequel plusieurs serveurs vont jouer le rôle de validateurs. Ces validateurs, leur travail, ils ont tous la même copie de la blockchain et ils vont. Donc, pour une transaction, on prend plusieurs validateurs indépendants qui vont faire un consensus pour dire oui ou pour dire non. Alors après, les conditions relatives à l'acceptation d'une transaction peuvent être relatives en fonction de l'algorithme qu'il y a derrière. Toutes les blockchains ne sont pas les mêmes. Et elles ont toutes des fonctionnements plus ou moins spécifiques. On connaît surtout Bitcoin, avec son minage et les validateurs Bitcoin. Mais après, on a Ethereum, Solana, Polkadot, bref, il y en a plusieurs. Ils portent des valeurs différentes. Pour des usages différents. Oui, parce qu'il y en a certaines où je crois on doit prouver qu'on travaille pour, et d'autres on doit prouver qu'on y est, qu'on regarde ce qui se passe. Mais en fait, tu as ce qu'on appelle, il y a deux algorithmes majeurs, il y en a d'autres. Ouais. Et voilà, mais les deux gros qu'on a aujourd'hui, c'est le proof of work et le proof of stake. Donc la preuve de travail et la preuve d'enjeu. La preuve de travail, c'est là-dessus que fonctionne Bitcoin, dans le sens où l'idée, c'est pas de fournir un résultat, on s'en fout. Le fonctionnement de ce proof of work, en fait, c'est prouver qu'on a dépensé de l'énergie, donc on fait résoudre des calculs à la machine. Et en fait, ces calculs-là, quand on l'a résolu, il ouvre un nouveau bloc qu'on remplit. Donc ça arrive, si je ne m'abuse, c'est toutes les 11 minutes, entre 10 et 15 minutes. Et donc, on sait que entre 10 et 15 minutes, il y a un nouveau bloc qui sort. Et chaque bloc va être rempli. Donc par exemple, sur Bitcoin, il y a énormément de blocs qui sont validés, qui sont vides, qui ne contiennent rien. Mais c'est pas grave. L'algorithme, il est pensé pour fonctionner comme ça, pour alimenter un nouveau bloc régulièrement. Parce que chaque bloc contient les traces de tous les blocs précédents, comme une empreinte. Ouais, alors en fait, c'est quand tu arrives à la fin d'un bloc, tu vas venir, et l'algo en fait se joue là, c'est que tu vas faire un hash. Donc c'est-à-dire que tu vas prendre tout ton bloc et les informations qu'il y a dedans, tu vas le réduire en une seule phrase, et cette phrase-là, tu vas la mettre en en-tête du bloc suivant, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle de chaîne de blocs. Et comme ça, on ne peut pas falsifier l'historicité de la chaîne de blocs. C'est ça. Parce que toute personne qui présenterait sur cette partie du hash et qui essaierait de truquer, par exemple, la liste des transactions, le montant des transactions, se ferait automatiquement détecter par la modification du hash. Et les autres membres du réseau invalideraient ces transactions. Tout à fait. Alors après, il y a le risque de vulnérabilité majeure sur Bitcoin, c'est l'attaque 51, puisqu'en fait, ça fonctionne sur le système de minage, et l'individu ou le groupe d'individus ou l'État qui détiendrait 51%... C'était la Chine en l'occurrence, je crois, qui a failli détenir... je crois qu'il a dépassé les 40% à une période, et ça a été panique à bord. Donc voilà. Mais après, c'est la preuve que le réseau est réactif, et qu'il est maintenable, et qu'il est maintenu. C'est-à-dire que quand on voit que la Chine monte, genre même les Chinois, en fait, il y en a qui ont débranché, d'autres personnes se sont branchées sur le réseau pour mettre de la puissance de calcul ailleurs, histoire de remettre de l'équilibre. C'est un calcul d'intérêt aussi, finalement l'intérêt collectif et l'intérêt personnel se collisionnent parce que si ça casserait du coup la confiance et l'aspect incorruptible de cette monnaie si quelqu'un avait trop de pouvoir dessus. Tout à fait, mais de toute façon c'est très simple, comme on a dit, la monnaie c'est la confiance. Et en fait, si Bitcoin, quelqu'un récupère 51% de la puissance de calcul, plus personne n'a confiance. Donc la valeur vaut zéro. Et ça s'effondre immédiatement. Et personne n'a d'intérêt à ça. Sauf si on voulait détruire... Sauf si on cherche à détruire Bitcoin. Ou plutôt à dévaloriser toute la spéculation qu'il y a dessus. C'est ça. Sauf que là encore, il n'y a rien qui empêche aux gens de développer, d'envoyer un hard fork, de modifier en fait, donc de développer... Ce qui s'est produit sur Ethereum, je crois. Alors, mais sur Bitcoin aussi, il y a eu des forks de Bitcoin. Donc, tu peux dire un fork, qu'est-ce que c'est ? Alors un fork, c'est une fourchette. Donc en gros, c'est un algorithme. Il va avoir, donc il est tu vois, c'est un projet. Et la communauté va récupérer le code, va faire des modifications, donc en fait va créer une nouvelle branche et va la pousser. Et donc du coup, tu vas diviser.
Mais comme tu pars tu pars de la même blockchain que tu récupères, c'est juste que tu vas apporter une modification. Donc très souvent, quand on a des forks, les gens qui ont des jetons dans la première ont des jetons dans la deuxième. Parce que il faut respecter l'ordre initial. Des fois oui, des fois non. Ça dépend de la tech et ça dépend des gens. Mais en tout cas, voilà. Et puis après, il y a le deuxième sujet dont on n'a pas parlé, c'est le proof of stake, donc la preuve d'enjeu, où là, en fait, le système de validation repose donc sur l'algorithme, donc ça on le voit sur Ethereum. Mais en fait, là, on n'a pas de minage, on n'a pas de puissance de calcul à donner. Là, en fait, on met en jeu des jetons. Donc pour devenir un validateur, il faut poser 32 Ethers, donc 32 jetons Ethers, sur le serveur, à l'adresse du serveur. Et en fait, ça permet de dire, si tu valides bien et que tu n'essayes pas de magouiller, parce que tu as du pouvoir, à ce moment-là, tu seras récompensé. Tu reçois des récompenses de validation. Si par contre, tu te plantes, ou alors tu n'es pas fiable, c'est-à-dire que ton serveur s'éteint, tu ne suis pas les règles, et bien à ce moment-là, tu es sanctionné. Et tu as mis en jeu 32 Ethers. Donc potentiellement, c'est une valeur financière derrière. Et l'idée, c'est que cette somme soit dissuasive. Voilà. Là, tu as beaucoup décrit le fonctionnement de la blockchain sur le plan de la crypto-monnaie. Ça peut s'utiliser comme registre, comme cadastre, ça peut s'utiliser comme outil de gouvernance. J'incite les spectateurs et spectatrices à regarder aussi l'usage en tant que futarchi, qui est un usage où on parie sur l'avenir et sur des futurs pour instaurer une histoire de crédibilité. L'usage qui est peut-être le plus intéressant quand on regarde ta manière d'utiliser la blockchain, c'est l'utilisation du NFT. La création, la collection, le marchandage et l'échange de NFT, c'est également une part prépondérante de la blockchain. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un NFT et en quoi consiste, toi, ta propre production? Alors, le NFT, ça veut dire token non fongible. Token, c'est un jeton. Tout à fait. Et donc, jeton non fongible, l'idée, donc c'est, tu vois, $1 ou €1, tu peux faire 50 centimes. Et $2, tu peux pas les distinguer. Genre, ils ont un numéro, tu me diras. Ils sont interchangeables. Mais ils sont interchangeables. Non fongible, ça veut dire unique et non divisible. Donc un NFT et un NFT. Même si tu as deux NFT qui représentent la même chose, ce ne sont pas les mêmes. Ils vont avoir deux numéros différents, ce ne sera pas les mêmes. Donc ça, voilà, c'est un concept qui a été introduit notamment sur Ethereum et dans les dérivés qu'on peut retrouver. Mais c'est aussi quelque chose qui est en train d'arriver sur Bitcoin. Alors il y a des enjeux avec la communauté, c'est pas forcément très validé. Il y en a qui disent que Bitcoin ça sert pas à ça, etc. Je veux pas rentrer là-dedans, mais c'est juste que là, visiblement, la technologie commence à le permettre. Que ce que ça va devenir, je ne sais pas. Donc c'est un certificat d'authentification. Alors c'est surtout qu'en fait, tu as un objet qui est unique. Une fois que tu as ça, tu peux faire ce que tu veux derrière. La seule limite qu'il y a derrière à son employabilité, c'est l'imaginaire. Par exemple, si on prend des cas d'usage, le NFT, ça peut faire donc identification de cadastre. Donc ça, tu l'as dit. Acte de propriété, par exemple. Acte de propriété, ça peut servir pour de la billetterie, pour un musée ou pour un concert. Tu achètes ton ticket, en fait, au lieu d'avoir un ticket dans une base de données qui peut se faire péter avec tes données personnelles, en fait, juste... Il est unique. C'est une génération unique. Voilà, t'as ton NFT, tu passes, et en fait, il n'y a même pas besoin de preuve d'identité. C'est-à-dire que si tu prends un billet de concert, tu as ton nom dessus, tu vas devoir monter ta pièce d'identité. Ouais. Là, en fait, tu montes juste ton wallet, et en fait, via un algo, ils vont juste vérifier que le wallet que tu montres possède bien le NFT. Potentiellement avec une preuve d'identité derrière, si on parle d'identité numérique par le NFT. Ce qui permet aussi de sécuriser la vie privée en ne divulguant que l'information qui est nécessaire. L'anonymat était une des premières manières d'envisager la blockchain aussi, et les crypto-monnaies notamment, pour avoir des transactions anonymes, ou alors une manière de prouver qu'on est le possesseur légitime sans avoir à dévoiler son identité. Et il y a beaucoup de processus qui sont étudiés dans l'usage de ces technologies. Toi, tu produis toutes sortes d'images numériques. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de cet aspect de ton travail? Oui, bien sûr. Mon travail, donc là, voilà, ici on est entouré de squelettes, donc ça c'est l'art plastique, on va dire. C'est ce que je propose en IRL. Mais après, le gros de mon travail vraiment, c'est de l'art digital, c'est de l'art numérique, où en fait, je fais de la photo et de la vidéo au microscope. Où là, l'idée, ça va être de montrer le monde micro
Alors dans la photo, j'ai plusieurs séries. Donc on a fait, là j'ai fait du coup les cailloux. Donc en fait c'est des minéraux fournis par un lapidaire où l'objectif ça va être d'aller observer la structure cristalline à l'intérieur, observer les traits de coupe du lapidaire. Ça va être de mettre en valeur à la fois le travail du lapidaire et en même temps la beauté de la pierre. Et après tout le reste c'est surtout de l'organique sur lequel je travaille, sur le vivant. Donc on a plusieurs séries, une sur l'appareil Dolly où là, du coup, l'idée, ça va être de présenter. Alors, l'appareil Dolly, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est quand dans un ensemble abstrait, on reconnaît des formes figuratives. Et l'exemple qu'on prend souvent, c'est de dire qu'on reconnaît un personnage dans un nuage, comme un canard dans le ciel ou je ne sais quoi. Et, euh, et donc, toi, tu as fait une série qui tourne autour de cette idée-là. C'est ça, où en fait, en gros, l'idée, c'est de faire de la composition sur lame. Donc, je prends différents prélèvements, je les mets sur une lame, je les mets en forme un peu comme je veux, histoire de créer du chaos à l'intérieur. Et après, je passe au microscope là-dedans. Et l'idée, c'est de discerner des formes, des émotions, des sujets. Et après, je catch. Je prends les photos. Donc ça, c'est la série pareil Dolly. Après, il y a d'autres séries. Il y en a une que je fais en collaboration avec un château, où là, c'était la mise en valeur de patrimoine naturel. Donc c'est le château de Surac. Il y a une expo d'ailleurs là-bas, on en reparlera. Enfin, on verra plus tard. Mais en gros, ouais, l'idée, c'est surtout en fait la mise en valeur du patrimoine naturel par le microscope. Puisque du coup, tu vois, genre, on a tendance à pourrir notre environnement, on vit dans des villes, il y a du béton partout, on s'est très éloigné de la nature. Et en fait, quand on va parler des végétaux, tu vois, on va parler d'un arbre, et en fait, on va le regarder, on va dire, ouais, c'est un arbre. Tu vois, même les humains, maintenant, j'ai envie de te dire, on a ramené en fait l'essence des choses à leurs mots. Mais on a oublié ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que quand on parle en fait d'un humain. Ça, c'est un concept qui est très utile en sémantique, c'est ce qu'on appelle la carte n'est pas le territoire, qui est par ailleurs un roman. Il y a une parenté un peu avec ton œuvre, puisque c'est un roman de Houellebecq sur un plasticien qui montre des cartes, et qui utilise l'aspect graphique et esthétique des cartes. Mais ce qu'on signifie par la carte n'est pas le territoire, c'est que le mot n'est pas le concept. Et effectivement, on essentialise, suivant un mot qui est très en usage, on catégorise, disons, les choses. Et c'est vrai que toi, tu ramènes un peu d'émerveillement là-dedans. Ouais, en fait, l'idée, c'est de ramener en fait la beauté structurelle du vivant. C'est-à-dire de dire, regardez, à l'intérieur, c'est comme ça. Donc l'idée, ça reste de faire des jolies photos, parce que bon, c'est de la photo, on essaye de faire ça proprement. Mais c'est surtout de mettre en valeur cette structure du vivant. C'est-à-dire pour dire, regardez à quel point c'est complexe. Nous sommes des organismes vivants complexes, avec un métabolisme qui fonctionne, une structure. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que aujourd'hui, la technologie en fait ne nous permet pas de refabriquer ça. Une suggestion que je te propose, qui me vient comme ça gratuitement, c'est tu pourrais éventuellement au microscope, tous ces détritus ou ce béton dont tu parles, tu pourrais également montrer ce qui signifie au niveau micro et le mettre en parallèle. Ça, je l'ai fait dans la collection avec les minéraux, parce que je bossais avec le lapidaire, donc il m'a fourni des pierres, qu'il a taillées. Et tu penses que le vivant est plus riche? Mais tu penses bien que j'ai passé autre chose. Genre j'ai ramassé des graviers, j'ai ramassé des conneries, j'ai fait de la poussière, enfin j'ai récupéré plein de trucs, j'ai glissé plein de trucs dedans. Et mais du coup, c'est pas. En fait, on le voit de façon que c'est pas la même chose. Ça doit être statique sinon. Si tu prends, de toute façon, même le vivant est statique. Une fois que tu l'as prélevé, découpé, mis en lame, machin, le truc il bouge plus. Hein. Donc là, clairement, il y a plus de vie là-dedans. C'est de l'observation structurelle. Et mais du coup, ouais, donc déjà, tu peux voir la différence de structure entre les deux. C'est pas du tout la même chose. Et après, tu as la partie vidéo que je fais au microscope, où là, l'idée, voilà, c'est de filmer de la réaction chimique. Donc l'idée, c'est je prends des lames, je mets différents éléments dedans, différentes substances chimiques, acide, base, peu importe, acétone, white spirit, bref, un peu tout et n'importe quoi. Et après, l'idée, c'est de créer des gradients, C'était sur une expo, j'avais présenté ça, il y a un gars du CNRS qui s'est pointé, c'était son métier, et il m'a dit que ça s'appelait de la physique microfluidique. Bon, j'avais pas le mot, il m'a appris un truc. Mais voilà, c'est ça. Où du coup, on observe un peu le comportement de la mécanique des fluides, mais à une échelle microscopique. Et pareil, l'idée, ça va être de mettre en avant ces parties-là.
ces NFT, toute cette production numérique, est-ce que tu peux nous dire où les spectateurs et les spectatrices peuvent la trouver? Tout mon travail, que ce soit la photo au microscope ou l'IA, la 3D, etc. Donc tu as tout sur mon site en accès libre. Et après, pour ceux qui veulent se procurer les NFT, je les ai tous mis sur du coup OpenSea. C'est là où c'est la plateforme dont je me sers pour assurer l'achat-vente de NFT, de cryptoactifs. Cette plateforme OpenSea qui est pas très connue du grand public, elle fonctionne sur le principe du Web3. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est aux gens et peut-être donner ton avis sur l'avenir de ce Web3? Oui, alors, après, il faut le définir. C'est-à-dire que donc OpenSea, c'est une application décentralisée. Donc ça veut dire que pour se connecter dessus, il faut utiliser un porte-monnaie électronique. Et donc, avec ça, en se branchant avec son porte-monnaie électronique, ça va permettre à l'application de lire, de voir les NFT qu'on possède, et en même temps de permettre des achats en signant des contrats pour, je t'échange 0,1 Ether contre ton NFT, etc. Machin. Ça, c'est pour la partie achat-revente et la plateforme OpenSea, enfin les DApp, donc les applications décentralisées. Le Web3, c'est tout ce qui fonctionne par connexion sur la blockchain. Pour résumer, revenir un peu en arrière, qu'est-ce que selon toi le Web 1 et qu'est-ce que selon toi le Web 2? Alors, le Web 1, c'est au début, la création d'Internet, où du coup, on ne pouvait que consulter l'information. C'est-à-dire que la personne faisait son site, elle mettait les informations qu'elle souhaitait, et les gens n'étaient que lecteurs. Pour le Web 2, c'est les années où on a vu apparaître Wikipédia, Facebook, YouTube aussi avec les commentaires, etc. Ça, c'est la notion d'écriture, c'est-à-dire c'est le web participatif, contributeur. Les gens peuvent participer et mettre leur contenu, écrire dans Internet. Donc ça, c'est arrivé avec les bases de données, plus ou moins en même temps, parce qu'il fallait stocker les données des autres. Et c'est là que se sont constituées du coup les méga grosses GAFAM actuelles. C'est les mastodontes du Web 2. Et les mastodontes du Web 1 ne sont pas les Web 2. Dans le Web 1, par exemple, c'était les annuaires. Des sites consultatifs. C'est ça, les annuaires avaient c'était le moment des annuaires. Du site, on passe à la plateforme. Dans le Web 3, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont implémentées par l'utilisation de la technologie blockchain notamment? Dans un premier temps, tu vas trouver forcément tout ce qui est lié à l'achat-revente de crypto, de NFT. On voit arriver des multivers, des métaverses, tu vois, genre avec des Decentraland. C'est quoi l'autre? J'ai oublié le nom. Decentraland, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un espèce de jeu, c'est un monde en 3D, fermé, et dans lequel tu vas acheter des lindes, des parcelles. Et dessus, tu peux fabriquer ce que tu veux en 3D, les gens se connectent, etc. Ça a fait ça a eu son mini buzz à l'époque. Après, c'est retombé. Bref, on sait pas. De toute façon, du coup, tous les utilisateurs sont porteurs de la mémoire du réseau. Ou alors, où chacun n'a la mémoire que de sa parcelle. Alors, c'est pas vraiment une notion de mémoire, mais c'est juste que tu vas associer, tu vas construire sur ta parcelle. Mais qui maintient la stabilité du réseau total? Les serveurs de Decentraland. Et en gros, en fait, donc ça, c'est des serveurs, c'est vrai que je sais pas trop où se situe la puissance de calcul. Après, il y a ça tourne énormément en fait en navigateur côté client. Donc en fait, la puissance de calcul est déportée sur le PC de la personne. Et en tout cas, sur la génération des rendus. Parce que la décentralisation, quelle est la différence entre une plateforme comme Decentraland et les GAFAM classiques? Decentraland, en fait, c'est une blockchain avec un token qui te permet du coup de faire tes échanges via leur token. Et après, c'est quand tu t'achètes ce qu'on appelle des wearables, donc des portables, des fringues pour ton avatar, tout ça, etc. C'est des objets que tu possèdes et que potentiellement sur d'autres plateformes compatibles, tu vas pouvoir les récupérer. C'est aussi ça les enjeux des NFT. Par exemple, tu vois, si, mettons, je sais pas, tu joues à Fortnite ou à Call of Duty, ce que tu veux, tu vas payer pour avoir des skins. Le problème, c'est que si demain la licence fait faillite, tes skins et tout l'argent que tu as dépensé, terminé. Il y a autre chose, c'est qu'on peut imaginer du coup que au lieu que les plateformes soient étanches les unes avec les autres, en faire un grand réseau qui a une continuité.
et où on peut déplacer les usages et les fonctionnalités des unes vers les autres. Bah ça, c'est un concept qu'on appelle le Web 5, qui a été théorisé du coup par l'ancien PDG de Twitter, et dans lequel justement bah, tout est interconnecté comme ça, et où en fait on a sa clé privée, on a son wallet, et avec ça on peut tout faire. Les algos ont été développés, c'est-à-dire qu'on peut faire des preuves d'âge. Par exemple, tu vas sur un site, tu veux acheter de l'alcool et tu veux payer en bitcoin, et ben en fait en fonction de l'état où t'es, ben, je sais pas, le truc il va regarder, il va dire ok, toi t'es américain, la loi c'est 21 ans, t'es en France c'est 18, machin, etc. Et en fait, les algorithmes vont pouvoir, quand on va les utiliser, ben, il va te dire est-ce que tu as 18 ans? Est-ce que tu es majeur? Et en fait, bah, toi, tu vas autoriser la lecture en fait la lecture en fait de l'âge, et après, bah, boum, ça va faire oui ou non. Mais ce qui se permet en clair pour ceux qui ne le comprennent pas, de par exemple utiliser une certaine application d'une certaine blockchain pour authentifier son âge, son identité, sans tout en ne la dévoilant pas quand on rentre dans un espace public. Espace public numérique, j'entends. C'est ça. L'idée, c'est vraiment ça. Et là, on va retrouver bah, du coup ce qu'on appelle le Web 5, c'est-à-dire la fusion du Web 3 et du Web 2, à savoir lecture, écriture plus propriété. Tous ces développements qui sont envisagés et qui pourraient offrir des solutions et surtout du choix aux utilisateurs en termes de gouvernance, en termes en gros de répondre à un algorithme moral qui nous correspond vraiment à des conditions d'utilisation spécifiques, si tant est que les utilisateurs et les utilisatrices ne cèdent pas un peu à la passivité et qu'ils aient envie de choisir. Tout ça, plein d'options seront disponibles. Maintenant, le seul questionnement qui préoccupe certains et certaines, c'est le poids et matériel et énergétique de ce Web 5 qui serait, et j'imagine, énormément plus consommateur que le web actuel. Alors, ou peut-être pas, enfin je sais pas ce que tu en penses. Alors, le Web 5, déjà pour l'instant c'est un concept, on ne peut pas dire exactement ce que ça va consommer, voilà, on n'y est pas. Par contre, il y a déjà des sujets sur l'écologie, le coût énergétique de Bitcoin, etc., qui ont été mis en avant. Bah, la plupart des arguments ont été débunkés, mais par exemple, tu vois, Bitcoin et les autres cryptos, bah, tu vas arriver, c'est des systèmes monétaires d'échange de jetons, donc c'est de la monnaie, hein, c'est crypto-monnaie. Et en fait, on va te dire, oui, ça consomme énormément, nanani. Ok, mais le système bancaire traditionnel pèse déjà infinitésimement plus que le système crypto. Ensuite, l'énergie qui est utilisée par le minage, principalement en proof of work, et l'énergie qui est consommée, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'énergie inutile. Puisque du coup, sur une production, par exemple, type barrage hydroélectrique, bah, toi, tu vas produire, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas stocker l'énergie. Donc en fait, il y a des dissipateurs qui existent, tu vois, pour réguler l'énergie, ou alors c'est... comment dire, pas qu'il surchauffe dans le circuit, quoi. Ouais, et puis de toute façon... pour gérer les excédents. Bah, c'est ça, parce que sinon tu mets en danger tout ton système. Et donc du coup, en fait, Bitcoin est très utile pour ça, parce qu'il va te permettre en fait de contrôler ça et le rendre utile. C'est-à-dire que plutôt que de dissiper de la chaleur bêtement comme un radiateur, tu vois, un radiateur électrique chez toi avec un transistor qu'on fait chauffer, et ben en fait... Bitcoin va te permettre d'avoir, ok, tu auras une carte graphique. Donc, Bitcoin ou n'importe quel autre. Ce qui tourne en proof of work en tout cas. Et ça, ça va permettre d'être utilisé pour récupérer la chaleur et en faire autre chose. Mais ça, c'est d'un point de vue usager chez soi. Tu vois, genre par exemple, si ton radiateur devient intelligent, du coup, il va te permettre de fournir de la puissance de calcul pour des rendus de recherche, des rendus 3D, du minage de crypto. Au moins, tu vois, la chaleur que tu vas dépenser à faire chauffer ton fil va être utile. Ça c'est dans une application privative, mais ce qu'on pourrait voir à un horizon très très proche, c'est que sur le plan collectif, que les entreprises se chauffent avec leur calculateur, que les collectivités, c'est à l'échelle des entités publiques d'une certaine taille, c'est très facile à mettre en œuvre et ça serait beaucoup plus intéressant en termes de rendement. Ça c'est certain. C'est si tu mets les écoles, les hôpitaux, enfin tu vois les grands groupes, tu vois les grandes structures et que tu mets en place ce genre de système, là en fait tu as un double intérêt. C'est-à-dire que tu as une plus-value pour l'État sur un investissement qui est fait, certes, mais au moins tu rentres quelque chose et en parallèle tu rends un service.
Et donc là, ça peut être intéressant. Pour les usagers, pour les particuliers, tu vois, etc., c'est pas forcément... on n'y est pas encore. C'est plus long à mettre en place, mais au fond, c'est le même principe. C'est ça. Donc ça, c'est pour la partie un peu énergétique du sujet. Et là encore, j'en reviens à mes histoires de barrage hydroélectrique. Mais ça, c'est vraiment le bon plan, tu vois. Parce que, mettons, prends un système simple. La Terre, bon, elle est ronde, donc tu as une partie où il y a de la lumière, l'autre où il fait nuit. On sait que les pics, l'énergie, elle est consommée le jour. Parce que les gens travaillent, les usines fonctionnent, etc. Bon, ben, une fois que tu as ça, tu peux très bien te dire, on répartit la puissance de calcul sur la planète, et en fait, la nuit, quand on ne se sert pas de l'énergie qu'on produit... Un système creuseur plein, quoi. Exactement, mais dans le sens où quand il fait nuit, ben, les structures qui produisent de l'énergie, parce qu'elles doivent toujours produire à un minimum de supérieur. Et donc en fait, là, tu peux aller taper là-dedans pour aller en fait valider les transactions de l'autre côté, et quand l'autre côté, du coup... et après, t'inverses, en fait. Je synthétise pour que ce soit plus clair, c'est que la puissance de calcul se déplace avec la nuit, c'est-à-dire que toutes ces fonctionnalités de calcul, on les fait tourner quand les usagers sollicitent le moins possible le réseau, ce qui implique quand même d'avoir un calcul global mondialisé et un peu organisé, quoi. Alors ouais, après c'est pas vraiment la puissance de calcul, c'est le siphon énergétique. Oui. Parce qu'en fait la puissance de calcul elle est partout, c'est tes mineurs, ils sont un peu partout sur la planète. La seule différence c'est à quel moment tu vas allumer tes mineurs. Oui, oui, bien sûr. Quand est-ce que les mineurs vont miner? Et l'idée c'est que le mineur, pour lui, le calcul il est simple. Il mine quand l'énergie est le moins chère possible. Oui, bien sûr. Parce que ça sert à rien de miner si l'énergie est hors de prix. Or, du coup, justement, sur le principe heure creuseur pleine, du coup, quand il fait nuit, tu as plus d'énergie qui sert à rien, donc tu peux aller taper dedans. Et la nuit est éternelle sur Terre, si on le pense à l'échelle globale. C'est ça. Je crois savoir que, en plus de cette exposition Cycle et civilisation au vivre de l'art, tu as 2 autres expositions en cours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Alors, donc, celle-ci avec les squelettes au vivre, pour une durée indéterminée. Là, il y en a une deuxième en cours actuellement à l'espace Mably à Bordeaux, où c'est une exposition, donc c'est là encore art contemporain, donc c'est des petites sculptures avec des stylos bics. Ça, c'est ta partie de l'exposition, puisque je crois que tu exposes avec un collectif. Tout à fait. C'est dans le cadre de l'exposition annuelle d'Atelier Aquitaine, qui est une Dont le thème est cette année Frères humains. Et donc là, l'idée, je me suis servi donc des stylos, donc stylos big du coup, pour marquer. L'idée, c'est de marquer l'émancipation intellectuelle par l'apprentissage comme vecteur de liberté. Dans le sens où on a besoin de l'apprentissage et le stylo et le vecteur, c'est-à-dire que pour apprendre, on lit, on écrit, et c'est ce qui nous permet de nous construire, et en même temps donc de nous élever, de comprendre le cadre dans lequel on évolue, pour ensuite éventuellement en sortir, pour pouvoir s'émanciper. Et parce que là encore, sans éducation, on n'est que tributaire de notre environnement. Et l'éducation permet justement l'accès à la liberté. Donc c'est ça que j'essaye justement, que je montre en fait par cette exposition. Et elle se complémente d'une exposition photo d'art contemporain aussi, qui est sur un catalogue, où là l'idée c'est un cheminement en fait sur les produits de consommation, puisque du coup le bic est un produit de consommation, fait en plastique, donc c'est un peu le symbole du XXe siècle, société thermo-industrielle, plastique, où vraiment on a commencé à en mettre absolument partout. Et l'idée c'est de parler justement du fait que d'un côté on va rendre possible et accessible un moyen d'apprentissage à tout le monde, grâce au stylo bic, qui est un bien de consommation commun, et de l'autre côté, toute la pollution qui est inhérente et engendrée par ce même plastique. Donc, et après de peser le pour et le contre, et comment on gère ce sujet-là. Et ensuite, il y a donc une troisième exposition. Alors, Mably, du coup, ça termine le 18 août. Et après la troisième, donc c'est aussi à durée indéterminée, c'est au château de Surac, où en fait c'est encore une exposition de photos au microscope, où là l'idée c'était de mettre en valeur le patrimoine naturel du château, en faisant une série de prélèvements à la fois dans le jardin du château, qui est c'est un jardin classé jardin remarquable, donc dans le parc. Jardin remarquable, du coup il a obtenu ce titre,
parce que en fait il a été architecturé par un paysagiste horticulteur qui était Fischer, qui est la personne qui s'est occupée du jardin public de Bordeaux. Donc c'est pour ça, voilà, c'est une architecture un peu particulière qui est intéressante en fait simplement à visiter, c'est-à-dire que le château il est visitable à la fois pour le, j'ai l'impression de faire de la pub, mais à la fois pour du coup le parc et à la fois pour son vignoble et son vin aussi, voilà. Et donc du coup j'ai fait cette série de prélèvements qui s'est suivie par un shooting photo et après une collection de NFT associés en partenariat. Et donc du coup, il y a le catalogue des photos qui sont au château pour les gens qui viennent visiter. C'est un bonus complémentaire. Ça, c'est pour les expositions en cours. Je crois savoir que tu as plein de nouveaux projets qui bouillonnent dans ta tête. Est-ce que tu peux en dévoiler certains? Alors là, ce qui est sûr, parce qu'ils sont faits, ça attend qu'à sortir, c'est une série de photos au microscope encore, sauf que cette fois, c'est des billets de banque, plus ou moins historiques, où l'idée de la collection, c'est de parler d'économie, parce que j'aime bien parler de sujets dans mes expos, hein, c'est normal. Et là, en l'occurrence, donc c'est l'économie. Donc, parce que la monnaie, c'est le symbole de l'économie, c'est la valeur d'échange. Et la valeur d'une monnaie raconte une histoire. L'évolution de la valeur d'une monnaie raconte une histoire, l'histoire de l'économie. Et donc, par exemple, on passe d'un billet de 20 milliards de Deutschmark de 1924, la grande inflation allemande, celle qui était juste après la Première et avant la Deuxième Guerre mondiale. On a un billet de 500 francs d'époque, en couleur, des billets de 100 francs, mais moins de couleur, enfin, en noir et blanc, ceux-là. On a des billets de l'ex-URSS, des billets africains, indonésiens, chinois, bref, énormément. Et qu'est-ce qui apparaît quand on les regarde de plus près? Tu travailles à quelle échelle? Donc là, pour les billets, je suis en grossissement, je suis en x100 en termes de grossissement. Donc ça se voit à l'œil nu, mais c'est très difficilement distinguable. Mais ce que j'aime bien, parce qu'en fait, le billet, ça reste du papier, et le papier au microscope, c'est en 400 ou en 1000, c'est pas très pertinent. Parce qu'on est trop proche et en fait, on a que de la fibre. Et même les encres, on les voit pas, on voit pas les motifs, on voit rien. Donc là, l'intérêt, c'est de... tu sais, c'est comme une caméra, tu as un champ. Et en fait, le billet, quand tu le vois avec tes yeux, ce billet-là, c'est un ensemble. L'intérêt du microscope, c'est qu'on va venir grossir certains éléments à l'intérieur pour obtenir des formes. Donc, est-ce que tu n'as pas peur d'aider les faussaires? Je pense pas. Non, c'est de l'humour. Je pense que les faussaires ont accès au microscope aussi facilement que toi, quoi. Tout à fait. C'est tout à fait. Et, mais tu as été tenté de... j'ai plus les imprimantes, alors c'est compliqué. mais le truc, c'est que en fait, on va aller chercher soit comme l'organique avec de l'appareil Dolly, on va aller chercher des formes intéressantes qui rappellent quelque chose, mais aussi du lettrage, des petits symboles. Il y a énormément de choses en fait qui se cachent dans les billets, et l'idée c'est de les montrer, voilà. Mais c'est surtout pour parler d'économie. Pour réfléchir sur ce qu'est l'argent, rappelons, si jamais c'était nécessaire, que c'est une fiction, ce qu'on nomme fiction intersubjective. C'est-à-dire qu'elle est d'autant plus réelle qu'elle nous relie tous et qu'on y croit. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on parle de monnaie fiduciaire. La fiducie, c'est la confiance. Et une monnaie n'a de valeur que si on a confiance en elle. Si par exemple ton billet de 20 balles, si tu veux, je sais pas, tu te dis, mon restaurateur, quand je vais vouloir payer avec, il va pas le prendre, il a aucune valeur en fait. Ce qui est une possibilité d'ailleurs sur un plan économique, c'est de créer des réseaux électifs en employant une monnaie alternative et qui serait une stratégie de lutte contre, comme ce qui est écrit finalement dans le livre blanc de la plupart des blockchains et des crypto-monnaies. Tu veux dire genre le white paper de Bitcoin? De dévitaliser par exemple une monnaie étatique. Là encore, dans tous les cas, tu as besoin du rapport de confiance, c'est le principe d'une monnaie, donc par la fiducie. Après, tu vois, les monnaies locales, on sait que ça existe, ça marche à l'échelle locale, mais par contre, il n'y en a aucune qui a réussi le passage à l'échelle. Ça ne marche pas. Parce qu'à l'échelle d'une nation, en fait, ta monnaie elle doit être souveraine. Parce qu'en fait, à la base, le pouvoir monétaire, c'est un pouvoir régalien. C'est le souverain qui a le droit de frapper monnaie. C'est pour ça d'ailleurs que c'est puni de mort. Genre, clairement, dans l'histoire, tu vois, les faussaires ont jamais bien fini.
Et, mais... Sauf ceux qui sont pas fait attraper. Sauf ceux qui sont jamais fait choper. Mais là, de nouvelles. La question, c'est le droit, mais effectivement, l'une des valeurs de l'argent qui est implicite, qui n'est pas nécessairement enseignée en économie, c'est que l'argent signifie notre soumission à l'État. L'État est propriétaire des billets d'ailleurs. Nous, on ne sommes que des détenteurs, et la preuve, c'est qu'il est interdit de détruire un billet, ce qui ne pourrait pas être le cas si nous en étions les propriétaires. Bah oui, mais en même temps, tu perturbes l'économie, et en fait, perturber l'économie, c'est à la fois un mal pour soi, mais pour les autres. Parce qu'on a tous. Tu vois, il y a une phrase que j'aime bien. Et ce serait grave. En fait, potentiellement, c'est qu'une nation, moi je vois ça comme un organisme vivant, où à l'intérieur, tu as plein d'individus qui vont tous assumer des rôles. Par exemple, tu vois, l'éboueur, il est en charge de la gestion des déchets. Les gens dans les centres de tri et de recyclage sont aussi dans la gestion des déchets. Les gens qui produisent la nourriture permettent de faire vivre tous les autres. Et en fait, l'économie, c'est le sang d'une nation, c'est les flux d'échanges qu'il y a entre les différents individus qui les permettent de s'alimenter et de gérer les déchets. Et la monnaie, c'est le globule, c'est ce qui permet de transporter l'économie. Alors il n'y a pas que la monnaie qui fait ça, mais à petite échelle, c'est ça. Et si tu n'as pas ça, tu n'as pas de nation, tu n'as pas de corps, tu n'as que des individus. Non, tu n'as pas... Tu n'as pas d'État qui... Enfin, ça n'implique pas l'usage d'une monnaie pour quantifier et fluidifier les rapports de coopération, n'implique pas nécessairement que l'État prenne sa part ou qu'il gouverne le processus. Bah ouais, mais le problème c'est quand tu regardes un organisme vivant quand il fonctionne, il y a quand même une certaine forme déjà fonctionnelle par rapport aux zones. Tu vois, une cellule hépatique, c'est pas une cellule pulmonaire, elles sont très distinctes, elles ont des rôles très différents. Et tu as quand même besoin d'un système nerveux qui fait office un peu de chef d'orchestre de tout ça, avec le système conscient et inconscient. Tu vois, tu respires sans avoir à y penser, mais ta respiration est plus importante. Par exemple, quand tu es en état de stress, tu blanchis. Pourquoi tu blanchis ? Parce que ton cerveau, lui, naturellement, il va ramener le sang aux fonctions vitales quand tu as peur. Il va d'abord alimenter ton cœur, tes poumons, ton cerveau, parce que ça, c'est vital, ça doit fonctionner. Le reste, après, devient accessoire. Et en gros, on a besoin d'un pouvoir en place, on a besoin d'une organisation structurelle plus forte, et c'est pour ça, après, tu vois, le rêve anarchiste, tu vois, de ouais, tout le monde est suffisamment conscient, et du coup, il n'y a pas de problème, etc., ça implique un niveau de conscience global et partagé par tout le monde. Or, l'individu, quand il naît vierge de tout souvenir. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ce que je veux faire valoir, c'est que l'usage qu'on fait pour l'instant de l'outil argent, de même que Dewey pense que la démocratie n'en est qu'à ses débuts et qu'on peut expérimenter encore énormément de choses avec, l'argent est un outil qui est appelé à évoluer. Déjà, la démocratie, il faudrait déjà commencer par l'essayer. Donc, en fait, c'est ça. Il y a plein de enfin, on pourrait croire qu'on est à une apogée et voire même en période de déclin, mais en fait, on est peut-être au premier ralentissement qui appelle à une réflexion conceptuelle sur l'usage qu'on fait des grands outils que sont l'État, la monnaie. De toute façon, c'est pour ça que ma collection, là, parle d'économie. Parce que l'idée, c'est de faire de l'histoire économique pour rappeler, justement, des périodes historiques à différents endroits, pour dire que la monnaie, ça va, ça vient. C'est comme pour tout, il y a des civilisations qui sont créées, d'autres qui ont disparu, tout ça. C'est de l'évolution, c'est de l'histoire. Et donc après, c'est de voir un peu comment tout ça évolue. Parce que là, il est en train de se passer des choses, on le voit, avec les, tu vois, l'euro, le dollar, le yuan, le rouble, tout ça. On voit qu'il se passe des choses, on le sent, l'inflation, etc., les taux d'intérêt, tout ça, c'est des leviers, en fait, tout ça. Et on voit cette espèce de petite ébullition qui est en train de se former, et on sait qu'il va se passer des choses. Maintenant, l'idée, c'est de rappeler des faits historiques. Parce que là encore, il y a une autre phrase, c'est un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Donc, l'idée, c'est de rappeler l'histoire de l'économie et l'histoire tout court. Ça, c'est pour cette collection. Et après, du coup, ce qui va arriver ensuite, on a des timbres, donc pour les philatélistes. Donc ça va être pareil, des timbres au microscope, où là, du coup, on va faire de l'histoire et de la culture. Parce que le timbre, il est commémoratif. En plus, il y a un caractère artistique dans le dessin, etc., des gens qui les ont dessinés. Et je vais aller mettre ça en lumière et parler de l'importance, en fait, des échanges. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de communication, parce qu'on a Internet, on a les téléphones, le GSM, etc. Mais à l'époque, le courrier, le timbre. Et le timbre est un certificat. Et donc là encore, c'est histoire et culture autour de ça et des moyens de communication qu'on avait à l'époque, avant l'avènement de la technologie, de la thermo-industrie, etc.
Et puis ça, c'est pour la partie numérique. Après, il y a un peu de 3D aussi, mais c'est une collection annexe qui est un dérivé du microscope, donc voilà. Et après, il y a futur d'autres séries avec d'autres squelettes, etc. Mais ça, on verra comment ça évolue. On se rapproche maintenant de la fin de cette interview et j'aimerais beaucoup que tu nous parles d'un de tes projets en particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ceci? Alors, ça c'est un projet stupide ça. En fait, donc ça c'est donc la plaquette là que monsieur a montré à la caméra. Donc c'est un projet à la fois ludique, c'est un jeu. C'est aussi, on peut appeler ça une expérience sociale économique sur le comportement en fait. Bon, je le détaillerai après. Et en gros, ces plaquettes-là, j'essaye de les mettre dans tous les pays du monde, d'en récupérer des photos. Donc je les envoie, je les fais tourner comme je peux. Et présent sur les expos aussi, enfin voilà. Donc le stock étant pas infini, je suis obligé de gérer. Et en gros, l'idée, donc c'est, je les envoie dans tous les pays du monde, j'en récupère les photos. Quand j'ai tous les pays, à savoir les 193 pays de la liste ONU, à ce moment-là, je me code une nouvelle application. Et l'idée, ça va être de mettre une carte Google, enfin que je dis Google, mais bref, ça sera une map. Dessous, une galerie avec 193 photos, parmi toutes les photos que j'ai des plaquettes. Et après, les gens pourront replacer les photos sur la carte. Et ceux qui réussiront à mettre les bonnes photos dans les bons pays où la photo a été prise pourront alors se connecter avec un wallet et récupérer une récompense. C'est pour gamifier un peu ce jeu-là, rendre ça un peu ludique. Et après, l'idée, c'est à la fois de faire un petit peu le tour du monde, et en même temps, là où est le projet, on va dire, sociologique, la petite expérimentation, c'est d'étudier en fait tous les comportements que peut avoir un individu par rapport à un objet. Donc j'ai écrit les règles sous forme d'offres comportementales, c'est-à-dire que quand on scanne la plaquette, il y a une petite explication pour rapidement comprendre, et après on arrive vite à les règles et la galerie photo. Et donc les règles sont écrites sous forme d'offres comportementales, donc tu as, je sais pas, l'altruiste avec le don, tu as le marchand, genre tu la prends, tu essayes de la vendre, le spéculateur qui va coffrer et qui va la vendre plus tard. T'as le frileux, tu vois, genre là c'est vraiment là c'est la déflation, c'est-à-dire que le gars il la brûle pour se chauffer. Bon il a fait perdre une plaquette, mais il a fait baisser tout le stock général, donc la valeur des autres monte. L'idée c'est ça, c'est à la fois de faire c'est de l'économie du économie du comportement. Bref, c'est voir en fait comment un individu peut interagir avec un objet et toute la facette qui lui est proposée. C'est le projet des plaquettes. Mais c'est un petit challenge que j'ai vis-à-vis de moi, c'est rigolo. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ça connecte le réel au numérique avec un processus d'aller-retour permanent. Et c'est un peu ce dont je me servirai en conclusion, c'est que vous qui avez été avec nous tout le long de cette vidéo, finalement, vous n'avez capté qu'une émanation numérique de nous. Et nous vous invitons à peut-être venir nous chercher, nous rejoindre dans le réel pour échanger cette fois pour de vrai. En tout cas, je remercie sincèrement H2CO3 d'avoir participé à cette interview. Merci à toi de m'avoir invité et d'être venu. Merci à ceux qui ont participé à la technique. Ils ont laissé peu nombreux mais extrêmement fiables. Et merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. On vous salue bien fort. Au revoir. Au revoir.